Bonjour Catherine, Salut Enzo. comment tu vas? Eh ben super, ravi d'être là. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir à notre épisode de ce nouveau podcast Jibu Talk. C'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. On va parler de la création de contenu, on va parler de ton histoire, de tes formations, ce que tu fais, tes multiples activités, comment est-ce que tu en es arrivé jusque-là. On va beaucoup parler de LinkedIn aussi pendant ce podcast, c'est une de tes spécialités. Mais avant toute chose, quand j'ai fait mes petites recherches pour ce podcast, j'ai vu que tu as fait plein de choses. Tu as une formation scientifique, passionné de physique quantique, tu m'arrêtes si je me trompe. Hein. C'est exact. Tu t'es spécialisé dans le développement durable, puis après dans le numérique. Est-ce que tu peux remettre un peu tout ça dans son contexte et expliquer d'où tu viens, ce que tu fais, quelles sont tes passions? Ouais. Alors mes passions, on va peut-être pas commencer par les passions. D'où je viens, je crois que je fais partie des gens qui sont très atypiques. C'est-à-dire que moi, je m'emmerde très rapidement quand je suis sur un sujet. Donc j'aime bien explorer des nouveaux sujets. J'ai fait de la physique-chimie après mes études, tu vois, après le bac. J'adore la physique quantique parce que ça m'interroge beaucoup, mais ça, c'est un autre sujet. Je suis partie dans le développement durable, mais à un moment donné, tu vois, où le développement durable, tout le monde s'en foutait. C'était pas du tout à la mode, ça faisait pas bien, c'était pas bobo de bosser là-dedans. Et je me disais que c'était du pur bon sens. C'est-à-dire, il faut qu'on réfléchisse à une entreprise avec ses collaborateurs, dans son environnement, dans la société et autres. Et je me disais, ça c'est marrant, c'est intéressant. C'est aussi très 360, tu vois, il y avait ce goût de la curiosité. Sauf qu'au bout d'un moment, j'étais un peu dépitée. Voilà, pour ceux qui connaissent, ce sentiment un peu d'impuissance, tu vois, un peu d'éco-anxiété qui était en train de monter. Et surtout, je trouvais que ça allait pas assez vite. Vraiment, je me disais, ça allait pas assez vite et je devenais cynique. C'est pas du tout mon caractère, moi je suis plutôt joyeuse. Moi je fais un choix dans la vie en me disant j'aime bien me marrer, j'aime bien bosser avec des gens. C'est ce qu'il faut faire. Exactement. Et vraiment je perdais, tu vois, ce goût, cet enthousiasme. Et donc c'est comme ça que je suis partie sur l'optimisme en me disant mais en fait si on veut que les gens agissent en fait il faut absolument qu'ils fassent le pari de l'optimisme, tu vois, c'est le prérequis à l'action. Et j'ai commencé à partir dans cette voie. Alors tout le monde s'est dit c'est bon, elle se fait la crise de la trentaine. Qu'est-ce que c'était un peu fumeux, tu vois, vaporeux, et puis tu passes d'un truc très scientifique, tu vois, rationnel, c'est des chiffres in fine le développement durable, à quelque chose de beaucoup moins tangible. Et je me disais si on veut aller améliorer les choses, si on veut améliorer quelque chose dans la société, on n'a pas le choix que d'essayer de s'enthousiasmer pour le faire, sinon c'est dur, c'est lourd, c'est pesant. Et donc je suis partie dans l'optimisme et très rapidement on m'a dit mais c'est quoi le pendant de l'optimisme dans les entreprises? Parce que tous mes anciens réseaux, développement durable, machin, RH par exemple, ils me disaient tu peux nous dire comment on reste optimiste dans les entreprises, au travail. Dans les sociétés? C'est comme ça que je suis arrivée sur le sujet de la qualité de vie au travail. D'accord. Qui était un sujet dont on parlait aussi vraiment très peu. La semaine de la qualité de vie au travail, ça existait depuis des années, mais encore une fois, un truc que tout le monde s'en foutait, tu vois, ça faisait 20 ans que ça existait. Mais en fait, t'es arrivé trop tôt sur les deux sujets. Alors moi, en fait, c'est pas que je suis arrivée trop tôt, c'est-à-dire que je pense que ma personnalité, c'est d'anticiper. C'est, tu vois, d'avoir des signaux faibles qui me disent ça tu vois, ça monte, ça me passionne, il n'y a pas grand monde qui le décortique, donc ça me donne encore plus envie de le décortiquer. Mais j'ai toujours à chaque fois quand même réussi à articuler des business finalement autour de tout ce que j'ai fait, mais moi je suis pas, tu sais, on dit scaler une entreprise, tu sais, t'as tout le monde qui dit alors tu scales ton entreprise. Alors pour ceux qui connaissent pas le mot, c'est tu vois, la faire grandir, un business model, voilà, qu'on peut faire grandir de façon mécanique, et moi en fait c'est pas du tout mon délire. Mon délire c'est j'explore un sujet. Après, très rapidement, au bout de quelques années, il y en a d'autres qui sont meilleurs pour ce sujet. Je passe à autre chose. Parce que mon truc, c'est plutôt la curiosité. Tu vois, un peu le truc de je mets un peu les pieds dans ce qui intéresse pas tout le monde, mais je m'en amuse. C'est incroyable, c'est incroyable. Et du coup, tu parles d'optimisme, on va y revenir, hein, bien évidemment. Il me semble que tu as pas mal voyagé. Ouais. Et c'est un constat, ça part d'un constat de la France. Ouais. En fait, j'ai pas mal voyagé et surtout j'ai passé beaucoup de temps aux US en fait. Et aux US, je me rappelle la première fois que j'arrive, à l'époque j'organisais des événements sur le développement durable. J'avais créé un malheureux tableur Excel, nom, prénom, métier, fonction, un peu comme à peu près tout entrepreneur qui se lance. Qui commence, voilà. On connaît ça aussi. tout le monde là. Et là, mes collègues américains me disent c'est génial, that's brilliant, c'est amazing. Tu vois, j'avais fait un truc incroyable et je me suis dit mais ils se foutent de ma gueule.
C'est pas possible. Et en fait, j'ai compris que non, ils étaient sincères dans leur enthousiasme. Moi, je trouvais ça vraiment le b.a.-ba. Et j'ai vu vraiment ce décalage, en fait, entre la vision qu'on pouvait avoir aux US de quelqu'un qui fait quelque chose, où tout le monde applaudit, en fait, et à l'inverse, même si c'est naze ce que tu es en train de faire, et à l'inverse, en France, où tu commences à faire un truc, attends, t'as oublié de mettre cette colonne en vert, en gras, tu vois, où tu vas avoir un goût beaucoup plus prononcé de la critique. Et je me suis dit qu'entre les deux, il y avait peut-être on pouvait peut-être pondérer, faire quelque chose voilà, de se dire en France, essayons déjà de regagner un peu cet enthousiasme. Et j'avais vraiment ce mot, cet enthousiasme, c'est le truc qui te fait avancer, l'enthousiasme dans la vie. Bien sûr. Et donc je me disais, il faut le remettre aussi au goût du jour. Et c'est vrai que d'avoir vécu, donc j'ai vécu aussi en Espagne, j'ai vécu au Portugal, ça te permet de voir en fait que ta façon de penser un peu arrogante en France. En France, moi je le dis souvent en conférence, j'ai une slide, il y a marqué sourire, ça grille pas nos neurones. On n'est pas plus idiot parce qu'on sourit, on n'est pas plus con parce qu'on sourit. Mais en France, c'est une forme d'arrogance à l'intellectualisme. Tu vois, en plateau TV en France, tu vas voir des mecs qui vont théoriser le truc que l'autre est en train de faire, qu'eux ils sont pas du tout dans le sujet, ils ont jamais été sur le terrain limite. Et aux États-Unis, tu vas plutôt voir l'inverse. Tu vas voir des mecs un peu foufous qui n'ont pas fait grand-chose de leur vie. Je dis pas que ce soit mieux, mais tu vois, qui sont en train d'innover, où tout le monde est en train de se dire c'est génial, machin. Et je me disais, entre les deux, il faut peut-être trouver une sorte de pondération en se disant, ayons l'enthousiasme de l'action, parce que quand tu bosses sur des sujets, alors je prends le développement durable, mais la qualité de vie au travail, c'est la même chose. Tu sais que ça va être long, tu sais que ça va être laborieux, tu sais qu'il va falloir convaincre des gens de sujets dont ils n'en ont rien à secouer. Donc tu sais qu'il va y avoir une notion de temps long et que autant que tu t'enthousiasmes, parce que si tu es dans la douleur en permanence, et il y a un paquet de burn-out de personnes sur ces sujets-là, c'est encore plus lourd. Déjà que c'est des chemins douloureux parce que non conventionnels, non admis. Alors là je parle de ça, mais il y aura des nouveaux sujets qui vont émerger. Bien sûr. Bon, déjà, essayons de réenthousiasmer ça. Et c'est vrai que le changement de perspective quand tu es dans différents pays, ça te fait changer ta norme en te disant mais on peut déplacer le centre de gravité de la norme. Maintenant j'ai décidé, je ne bosse plus qu'avec des gens que j'aime bien, qui sourient, qui sont sympas. C'est ce qu'on devrait tous faire en réalité. Ah bah oui, mais alors on va peut-être se dire oui, mais c'est un privilège que de choisir les gens avec qui on taffe, mais en même temps c'est pas tout à fait vrai. On attire aussi à soi qui on est. À partir du moment où moi je me dis Catherine imparfaite, simple, je rencontre des gens imparfaits et simples. Ouais. Ça va beaucoup plus vite quand tu tapes avec des gens en disant attends, moi je te propose ça, bon il y a des limites à ça, bon on y va avec un peu de simplicité. Et ça relève toutes les formes d'arrogance en fait. Et du coup, donc tout ça là, donc on parle de aussi, donc tu as monté donc l'optimisme.com qui est finalement ta première boîte. Quel impact est-ce que tu as, quelle ambition est-ce que tu avais lorsque tu as monté ça, et aujourd'hui quelles sont les conclusions que tu en tires? Ouais, alors quand j'ai monté l'optimisme.com, je me disais en fait, j'étais persuadée que les grands médias allaient monter des pages positives, ils allaient faire un JT positif, mais vraiment j'en étais convaincue. J'avais commencé à avoir l'idée en 2012. Et je me disais, mais ça va le faire. Et puis j'ai attendu. Je me disais, non, ça n'arrive pas. Donc je me suis mise à le faire. Je pense que c'était un brin très utopiste, très inconscient de faire ça. Je venais pas du tout du milieu du journalisme, j'avais aucune connexion. Puis je suis pas informaticienne, donc il n'y avait rien sur le papier qui faisait que tu allais réussir quoi. Que j'allais réussir, sauf que j'étais la seule à le faire. Donc in fine, le truc était vraiment bancal de A à Z, et je me disais mais moi j'ai juste envie, quand je regardais les gens autour de moi, je me disais j'ai juste envie de les mettre en avant. Il y a plein de gens qui s'engagent, et quand tu bosses dans le développement durable, tu vois que ce qui ne va pas. C'est-à-dire que tu vois limite tu minimises celui dans une boîte qui agit parce que tu sais que la boîte en fin de compte elle est dégueulasse, donc on fait passer ça pour du greenwashing. Mais dans toutes les boîtes t'as des gens hyper engagés en fait. Après ils ont pas forcément la liberté de changer de boîte, et si tous les gens hyper engagés se barrent des groupes qui doivent changer, c'est la catastrophe. Donc, mais souvent ils osaient pas parce que c'était tendre le bâton pour se faire battre par exemple, donc ils osaient pas forcément en parler, et j'étais convaincue tout à l'heure je te parlais de centre de gravité de la norme en disant mais on peut décider d'être souriant en fait, de préférer sourire. Et bien c'était la même chose, je me disais que plus on allait parler des gens qui agissaient en fait, quel que soit le domaine, dans le domaine de l'éducation, du développement durable, je sais pas, de la confiance en soi, de l'entreprise, peu importe, plus ça allait donner l'autorisation aux autres d'agir. En fait, je me disais que ça allait avoir un vecteur d'influence, et j'ai commencé en me disant autour de moi, je voyais plus de gens sympas, intéressants, que de gros, pardon de parler un peu vulgairement, connards. Ouais, c'est sûr. Et je me disais, c'est ça qu'il faut qu'on mette en avant, parce que les médias mainstream,
ben, in fine, ils sont censés vous avertir des dangers potentiels. Donc leur métier, c'était plutôt de mettre en avant tout ce qui n'allait pas dans la société. Donc tu as un effet d'influence, une émotion négative, ça se retient plus. Tu es un peu voyeur, alors tu vas regarder les infos négatives. Mais sauf que tout ça, ça va jouer au final sur ton ressenti, ta vision de la société. Moi, je me disais, mais je comprends pas, les médias que je regardais, surtout quand j'étais à l'étranger, je regardais les médias français, je me disais, mais moi, je comprends pas, je connais plein de gens sympas, des gens qui s'investissent dans des assos, des entrepreneurs super cool, c'est pas ce que je voyais. Et je me disais qu'il fallait le mettre en avant, donc j'étais complètement inconscient, et en plus, tu fais ça toute seule, tu n'es ni journaliste, ni rien du tout. Et donc j'ai d'abord commencé à parler des gens qui m'entouraient, qui avaient par exemple démissionné pour faire quelque chose d'autre, les copains des copains, et finalement de proche en proche, je pense qu'en moins d'un mois, j'avais 4000 personnes qui me suivaient. Incroyable. Ça me paraissait énorme, 4000. En moins d'un mois, comme ça, en étant le premier sur le sujet. Voilà, à l'époque, ça me paraissait incroyable, et surtout, c'était hyper intéressant, et c'est pour ça que je parle souvent du besoin du collectif. Parce que moi, mes copains, ils pensaient que j'avais déboîté. Hein. Enfin, c'est bon, elle a pété un câble. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré des gens qui, via les réseaux, c'est pour ça que je crois beaucoup aux réseaux, qui m'ont dit, mais meuf, nous, on comprend ce que tu fais, comment on peut t'aider ? Et tu sais, les premières personnes qui te comprennent quand tes parents ils comprennent pas trop là où t'en es, ton système familial, pas plus, tes potes, rationnels, ingénieurs, ils se disent c'est bon, elle a pété un plomb la petite, tu vois. Et d'avoir des gens qui se disent, qui lèvent la main en disant mais moi aussi je fais le même constat, moi aussi j'en ai marre, moi aussi j'ai envie de parler de choses intéressantes, et puis les gens qui levaient la main c'était moi je bosse chez là, et moi je fais ça en fait. Et donc j'ai commencé à me faire un réseau qui était articulé autour d'une valeur. Et je sais qu'il y a pas mal de boîtes, notamment des agences de com ou autres, qui ont cherché à comprendre comment nous, on s'était forgés. C'est juste parce qu'on incarnait vraiment qui on était, en fait. Enfin, je pense qu'on l'incarne tout le temps. Et du coup, on a fédéré un réseau autour d'une vraie intention. Juste essayons d'avancer. Et donc, tu vois, parce que quand on était en train d'essayer, tu vois, les boîtes souvent, elles sont en train d'essayer de mettre des valeurs, de coller des valeurs, mais c'est pas incarné, c'est très éloigné. Nous, on était juste ça. Et ça a été compliqué de dire on est juste ça, on essaie, tu vois, j'ai mis longtemps, tu vois, tu me demandais le constat à l'époque et le constat aujourd'hui. Donc au démarrage c'était la joie, et puis tout d'un coup je me suis dit mon Dieu, je dis aux gens ils peuvent tout faire, tu sais, je marquais tu vois, tout le monde peut faire tout. Et tout d'un coup j'allais parler avec plein de psy, de sociologues, de psychiatres, de machin, et qui nous entourent aujourd'hui. Et je me disais mais c'est pas vrai. Je veux dire, moi je peux pas courir le 300 mètres haies. Non, mais je peux pas gagner le 300 mètres haies aux Jeux Olympiques, tu vois. Et je me disais, je peux plus me permettre de faire ça. Et tu vois, à un moment donné, je suis passée d'une forme de simplicité à une forme d'intellectualisation. En me disant, ça peut paraître un petit peu couillon, etc., etc. Et j'ai tout redéconstruit en me disant, mais déjà faire du bien aux gens qui voient passer nos publications, rien que ça sera notre mission, et ça, rien que ça a de la valeur. Ça les autorise à être eux-mêmes et ça suffit. Sans essayer de prouver que c'est intellectuellement intelligent, etc. Mais ça a été, tu fais le parcours d'une boîte, c'est un peu ça. Et puis t'es influencé, donc tu te moules aux autres. Et je trouve que le fait d'être un peu ingénieux au démarrage, il faut absolument le conserver parce que c'est ça qui fait la petite touche un peu décalée et qui fait ta valeur ajoutée. C'est sûr, mais c'est une sacrée histoire et tu as été sacrément ambitieuse finalement, je pense, quand tu as commencé à monter ça. En fait, c'est marrant parce que dans ma tête, ça va être hyper prétentieux de dire ça, mais je savais que ça pourrait marcher, mais j'avais zéro ambition commerciale, aucun business model derrière, etc. C'était pas mon intention, c'était juste de me dire j'essaie de le faire. Je regarde et je m'étais donné plus ou moins 2 ans en me disant j'essaie de le faire et dans 2 ans je valide ou j'invalide un scénario. Mais t'étais persuadée que il faut que le monde aujourd'hui puisse voir plus clair, plus positif. C'est ça. Et j'ai presque envie de te dire c'était ma contribution. Je me disais moi je fais ma part, je suis capable de le faire en plus parce que je suis un peu dégourdie, je suis un peu débrouillarde. J'y vais et après je me pose la question de comment je finance ce truc. T'as raison, de toute façon c'est comme, faut y aller, on se posera la question après, et si ça marche, ça marche pas, au moins on aura essayé. Exactement, et c'était ça qui était hyper intéressant pour tous ceux qui se lancent aussi, tu sais, qui veulent aller sur les réseaux ou lancer leur boîte, peu importe. Tu sais, t'as toujours ton entourage qui vient dire alors ça marche ton truc, tu vois, alors t'en vis. Tu sais, des questions qui sont hyper, tu sais, que tu poserais pas à quelqu'un qui est salarié en fait. Et je trouvais que c'était difficile parce que moi je faisais un pari d'un sujet qui était non conventionnel, je recopiais pas quelque chose que quelqu'un d'autre faisait. Et donc j'ai vraiment j'ai fait une prise de recul en me disant à tout le monde, j'expérimente, je valide ou j'invalide un scénario, je regarde si ça peut marcher. Et donc comme ça les gens ils arrêtaient de me poser la question parce que je leur disais,
Et c'est la même chose quand tu veux te lancer dans quelque chose, tu peux te dire que ça te plaît ou que ça te plaît pas. Et donc valoriser l'expérience aux yeux des autres en disant mais attends, je te dirai dans 6 mois si ça me plaît. Je sais pas si on est artiste, de vendre mes œuvres d'art, parce que tu peux ne pas aimer travailler tout seul, ça peut te saouler de vendre ton art et enlever ta créativité. Et donc je disais à tout le monde, je regarde si ça peut marcher. Et rien que ça, tout d'un coup, ça faisait qu'on arrêtait de me poser la question, alors t'as envie, tu gagnes combien? Tu vois, on y va et puis on voit. c'est Et ça. donc du coup peu après tu as monté donc l'Optimisme Pro. Ouais. Et donc là je pense c'est avec le réseau que tu as commencé à te construire, ça fédère aujourd'hui. C'est quoi, c'est des managers, des CEO, plein de cadres, Ouais. plus de 200, 300 entreprises. Ouais, même plus. En fait, nous, on s'en rend pas compte. À un moment donné, le chiffre, il devient très abstrait. C'est-à-dire que honnêtement, que t'aies 4000 personnes, 40 000, 400 000, tu t'en rends plus compte en fait. Parce que toi, tu fais la même chose avec la même intention. Donc finalement, le nombre de personnes qui sont autour, t'as un peu du mal à te le figurer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait l'optimisme.pro en se disant, bah, c'est quoi le pendant dans le monde de l'entreprise? Et c'est parce qu'en fait, on a d'abord demandé aux gens qui s'intéressaient à ces sujets-là de lever la main, en fait, en nous disant ce qu'ils étaient en train de faire dans leur boîte, leurs idées qu'ils avaient. Donc, on a très vite créé une communauté en se disant, mais nous, on n'est pas les sachants, tu vois. Nous, on n'est pas des consultants, on est juste des curieux et on veut rencontrer les gens sympas des boîtes. Tu vois, et du coup, on a rencontré des gens dans toutes les entreprises de France qui sont juste les gens sympas à différents niveaux. Et donc, c'était rigolo parce que de temps en temps, on avait les PDG, mais des grands groupes, hein, qui sont les mecs inaccessibles. Et le N-99 de la même boîte ou de la boîte d'à côté qu'on mettait dans une même salle. Et c'était juste qu'ils partageaient, en fait, ils trouvaient ça cool, ce qu'on était en train de faire. Et vraiment, c'est quelque chose, je m'en rends compte a posteriori, parce que bah, tout ça, l'aventure, elle a commencé il y a 7 ans. Je m'en suis pas rendu compte au démarrage. Moi, j'avais juste peur de mettre des gens différents dans une salle. Et en fait, ça matchait bien parce que tout le monde était juste, on essaie de faire quelque chose. On trouve ça cool de parler d'optimisme. On se dit qu'il faut changer les choses. Et ce qui est terrible, c'est que dans une même boîte, tu as des gens qui vont super bien et d'autres qui vont très mal, en fait. Parce que tu as un super manager, parce que il suffit d'avoir un manager toxique pour te défoncer une équipe, en fait. Et c'est pour ça que tu as plein de boîtes qui communiquent pas sur ce qu'elles font, mais nous, on les rencontrait. Enfin, moi, franchement, j'ai l'impression de vivre dans un monde de gens sympas. Je sais que c'est pas la réalité. Et tu disais que ça faisait 7 ans. Ouais. 7 ans après, c'est une équipe de combien de personnes? Alors, c'est une équipe qui est montée jusqu'à 10 personnes. Mais je me suis rendu compte que faire plus, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que quand tu commences à faire grandir une équipe, tu passes d'un rôle de créative. Moi, je suis une profonde créative. Tu vois, j'aime bien explorer les sujets, ce qui te demande du temps, à un rôle de manager et de dirigeant de boîte. Et j'avais du mal parce que moi j'aime bien faire des petits dessins sur les réseaux, etc. Et j'avais envie de garder ce que j'aimais faire. Mais sauf que quand tu commences à manager une boîte, à gérer des process, des principes, et etc. Et tu perds ça. Donc en fait, je suis revenue en arrière en me disant mais ça c'est pas mon envie. Ça a été douloureux parce que mes équipes elles avaient pas envie de partir. Tu vois. Et je suis revenue en arrière en disant je préfère qu'on bosse en collaboration, en fait en coopération avec des gens plutôt que qu'ils soient mes salariés, pour se créer un réseau. Donc je bosse avec tu vois, un mec qui m'aide, qui fait mon site web. Dans mon équipe il y a des gens qui sont sortis, qui me bossent même aujourd'hui en prestat pour nous, pour d'autres aussi évidemment. Mais en fait maintenant on est redescendu, qui est le minimum chez nous. Honnêtement on pourra pas faire moins, au moins qu'on soit 3. Mais derrière on a plein de gens avec qui on bosse. Et externes, des prestats externes. Des prestats externes qui nous font des dessins, qui nous rédigent des articles. Et c'est hyper intéressant parce que du coup tu vas chercher la bonne compétence qui va bien au bon moment. Bien sûr. Parce que tu vois, quand tu commences quand tu crées une boîte, surtout dans des boîtes où tu sais pas vers quoi ça peut aller, parce que c'est des boîtes, pour moi je vois ça comme c'est du vivant en fait, tu vois, je sais pas exactement jusqu'où on va aller, tu te rends compte que tu as besoin de compétences différentes. Et donc je trouve beaucoup plus sain de bosser avec en collaboration, en coopération avec d'autres. Le minimum viable, il faut qu'on soit, faut que j'ai non, mais tu m'étonnes avec toutes les activités que tu as, je pense que c'est le minimum. C'est pas possible de faire à moins. Et donc tu as cette activité là aujourd'hui. C'est quoi, on va dire, cette compétence, c'est ton métier. Et puis tu as toute la partie contenu. Aussi à côté, tu as les réseaux sociaux. Toute la partie. Il y a un chiffre qui m'a interpellé, c'est que t'es suivi en tout et pour tout. Il doit y avoir plus de 1, je crois que j'ai compté, ça fait 1,3 million de personnes. Ah oui, on est suivi par énormément de monde. Ça fait quoi? Tu te rends compte? Non, alors non, moi je me rends pas du tout compte parce que
Mon métier, c'est pas celui-là. Mon métier n'est pas d'être influenceur. Moi, j'ai des causes que je partage, en fait. Et du coup, c'est un peu compliqué pour moi de me figurer l'influence. Je me rends compte que j'ai de l'influence parce que quand on bosse avec des marques, tout d'un coup, il y a des marques avec qui on génère 500 millilitres d'RH. Les mecs, ils sont comme, ils sont comme des oufs en disant ah. Mais en fait, moi, je partage juste avec sincérité des trucs que j'aime bien, en fait. Donc, c'est vraiment de l'exploration, donc je me rends pas forcément compte. Par contre, je me suis rendu compte de quelque chose, c'est on s'est lancé, alors on a du Facebook, du LinkedIn, de l'Insta, mais moi mon truc c'est de la réflexion en fait. Donc mon cœur de, voilà, mon réseau chouchou, clairement c'est LinkedIn quoi. Parce que j'arrive pas à me mettre à danser sur TikTok, à faire des chorés, tu vois. Bon. Non, Sur 300 mètres haies, non, l'arrivée. Non, bizarrement, ça marche pas, tu vois. J'ai beau me dire pour passer des messages, tu sais, faut danser sur une choré en disant A, B, C, tu vois. La qualité de vie au travail, ça serait ça. Je me vois pas le faire, non. Tu vois, ça sonnerait faux. Mais donc, parce que sur Instagram, il y a quand même plus de 600 000 personnes. Oui, mais tu vois, c'est cool, mais c'est pas là pour moi, notre valeur ajoutée, moi dans ma boîte, je la vois vraiment sur LinkedIn. Donc, parce que c'est du temps plus long en fait. Et LinkedIn, on va s'arrêter un petit moment sur LinkedIn. Juste avant, sur Instagram, comment est-ce que tu as fait aujourd'hui pour avoir toutes ces personnes-là, sachant que ce n'est pas ton réseau principal? Ouais, alors c'est marrant parce que, en fait, c'est rigolo parce que quand je me suis lancée, donc quand j'ai commencé à réfléchir à l'optimisme, c'était 2016, la boîte elle a été lancée en 2017, je me disais c'est trop tard pour aller sur Instagram. Tu vois? Finalement, tu te dis, pareil, hein, quand j'ai lancé l'Optimisme Pro sur LinkedIn, je me suis dit, c'est trop tard pour lancer l'Optimisme Pro. Donc, comme quoi, enfin, faut jamais se dire qu'il est trop tard pour aller sur un réseau. Instagram, honnêtement, je pense que c'est les confinements de notre côté qui ont vraiment incité. Je me suis rendu compte, pareil, quand je papote avec les copains influenceurs, eux, dont c'est le métier, t'en as beaucoup qui ont gagné beaucoup d'audience pendant les confinements parce que les gens étaient plus à la maison, ce qui n'est pas vrai pour LinkedIn ou autre, où là, c'est une présence bien plus assise. Moi, sur mon Instagram, honnêtement, je fais n'importe quoi. Hein, si tu regardes, de temps en temps, je mets des photos, ce qui est rare. À un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais faire des réels. Et puis, tu sais, je me fixe des règles. Allez, je vais faire 3 réels par semaine, laisse tomber. Une demi-semaine, c'est terminé. Donc, je fais des petits dessins et je me dis, je poste quand j'ai envie de poster. J'ai aucune rigueur, en fait, à titre perso, côté Catherine, en tout cas, côté moi. Ouais. Pour moi, ça, c'est naturel, en fait. C'est quand j'en ai envie. Honnêtement, sur mes stories, tu vois des bouts de vie, je suis dans le train, tiens, j'ai réfléchi à un truc, j'ai changé un bout de déco, tu vois ça. Mais donc c'est vraiment aucune ligne éditoriale. Mais donc c'est vraiment le message que tu dégages qui est vraiment important et qui plaît à ton audience. En fait, je pense que c'est l'authenticité. Et c'est vrai que même sur Instagram, moi j'ai une communauté qui est plutôt une communauté des gens qui m'ont vu en entreprise, en conférence et de RH ou de dirigeants. Ouais. Je fais des petits cœurs et des petites blagues à des dirigeants de boîte. Je pense que personne n'oserait se faire ça, tu sais. Je suis la femme, le mari de certains dirigeants de boîte parce que, in fine, je les ai croisés. Enfin, tu vois, ouais. C'est quelque chose de, je pense, assez à part. Parce que, et puis de temps en temps, je me dis, non mais attends, là je suis en train vraiment de parler de ma housse de couette. Et là, tu sais qui te suit parce que tu les as vus, tu sais que c'est des gens qui t'ont payé une fortune pour faire des conférences et tu te dis, donc là il va voir que je change ma housse de couette. Mais comme dans mes messages, il y a la simplicité et l'authenticité, ben, je me l'autorise, tu vois. C'est juste, tu vois, la dernière fois je disais, mais je comprends pas comment on trouve le sens d'une housse de couette. Je crois que j'ai jamais fait une story qui a été vue autant de fois, d'ailleurs, tu sais. Mais tout le monde a cette problématique, que tu sois chef d'entreprise ou que tu sois N-99 comme tu disais, et tout le monde a cette même problématique. Voilà, donc je m'autorise vraiment sur Instagram et même sur LinkedIn à titre perso, je publie quand j'ai envie de publier. Parce que pour moi, il faut aussi se nourrir pour publier quelque chose. Je ne crois pas à cette rigueur mathématique de publier tous les jours si tu n'as rien à dire. Et si tu n'as rien à dire, tu vas copier ce qui va se faire ailleurs. Moi, je me dis, je préfère offrir moins parfois et du contenu plus innovant parce que honnêtement, je pense que tous les créatifs te le diront, ça se contrôle pas la créativité. Tu as des jours où tu es complètement à sec et d'autres où tu as plein d'idées qui te viennent en fait. Et donc, voilà, après au démarrage, je publiais aussi un petit peu plus parce que faut, on en parlait en off, faut nourrir un algorithme. Hein, et c'est vrai que côté l'optimisme, côté mes 2 boîtes, là, on publie tous les jours. D'accord. Et ça, aujourd'hui, c'est toi qui
qui nourrit quand même aujourd'hui toujours cette créativité? Alors, côté Catherine, oui. Côté l'optimisme, non. Parce que finalement, moi, je suis entourée dans l'équipe de quelqu'un qui bosse avec moi depuis 5 ans. D'accord, Donc, elle a vachement chopé le truc. Moi, je suis plutôt en veille, tu vois, sur des chiffres, sur tiens, ça, personne n'en a parlé. Et comme je suis, de fait, pote avec des chercheurs, avec, tu vois, avec des psychologues, avec des psychologues du travail, avec, tu vois, eux, ils savent pas forcément vulgariser. Nous, on sait le faire. Donc, puis on aime bien dessiner. Donc, j'ai quelqu'un dans mon équipe qui fait pour moi aussi bien, si ce n'est mieux que moi aujourd'hui. Donc, moi, je vais plutôt être aujourd'hui en veille. D'accord. Et elle va illustrer, elle va choper le truc. Et comme ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, forcément, elle est hyper... Elle te connaît. Elle me connaît, et surtout, elle connaît la veine, en fait, tu vois. Elle connaît les gens qui nous suivent. Elle sait, tu vois, on a grandi ensemble, forcément. Quels sont les LinkedIn, c'est un réseau social qui fait que grandir. En 2024, tout le monde dit que c'est le réseau social sur lequel il faut être présent. Donc on essaye tous d'être présents sur LinkedIn, mais c'est encore quelque chose de très sombre, dans le sens où pas tout le monde ne comprend réellement comment fonctionne LinkedIn, comment est-ce qu'il faut poster, est-ce que c'est les vidéos, est-ce que c'est les posts, il y a des codes aussi, il faut sauter des lignes, etc. etc. C'est des codes qui sont encore vachement... qui sont pas popularisés finalement, tu vois. De ton point de vue, en tant que... donc tu es top voice sur LinkedIn depuis un long moment, tu connais très bien ces codes-là. Et tu parlais tout à l'heure, tu disais j'aime vulgariser les choses. Comment est-ce que tu vulgarises LinkedIn aujourd'hui à quelqu'un qui veut y aller et qui veut devenir Key Opinion Leader sur son sujet? Alors il y a plusieurs façons de faire. Soit il y en a qui font ça en France, hein, on recopie ce qui se passe aux États-Unis. Voilà, on prend un mec qui est très influent. Tout simplement. Non mais c'est terrible à dire, hein, mais c'est le cas. T'en as qui... Je comprends même pas comment LinkedIn ne contrôle pas ça en fait. Mais bon, il y en a qui font ça. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est pérenne. Parce que finalement, si tu ne fais que recopier quelqu'un, il manque ton petit truc ajouté qui fait que si les personnes qui te suivent font appel à toi, ils vont forcément avoir un aspect déceptif parce que tu n'auras voilà, il y aura pas une intentionnalité derrière. Pour moi, un des messages clés, en tout cas, si je me lançais aujourd'hui sur LinkedIn, c'est un peu ce que j'avais fait avant. J'avais fait 2 choses. J'avais parlé, parce que comme j'avais mon projet, j'avais un peu parlé de la construction de ma boîte. Donc tu vois, comme Justine par exemple a pu faire avec Respire, comme tu vois, il y a quelques créateurs d'entreprises qui parlent de façon un peu tout au long, qui racontent l'histoire d'une boîte. Ça, je trouve ça assez intéressant parce que tu vis quelque chose, quoi. Tu partages des émotions. Donc ça serait peut-être un des angles à avoir. Et moi, le deuxième angle, c'est que j'écris pour les gens. C'est-à-dire que je me dis, il faut que le message, en fait, ça soit pas moi, ma vie, mon œuvre. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui me suivent depuis des années sur LinkedIn ou qui suivent l'optimisme depuis des années qui ne font pas du tout le parallèle. Parce que maintenant, j'ai arrêté de parler de l'optimisme. Tu ne me vois jamais, une fois, peut-être 2 fois par an, je dis, regardez, chaque mois, c'est 10 millions de personnes qui nous lisent. Tu sais, je ne suis pas dans, j'ai triplé mon chiffre d'affaires. Je ne suis pas du tout dans ma vie, mon œuvre. Je suis plutôt dans, tiens, je me questionne sur ça. J'ai lu ça, je vais te faire un petit visuel, je ne sais pas, par exemple, quand je recrutais, maintenant je recrute plus personne, mais tu sais, je disais souvent c'est la bonne personne au bon endroit au bon moment. En fait, quand tu recrutes quelqu'un, mais c'est la même chose dans le couple, c'est la même chose partout. Et je me disais ça, et donc j'avais fait un petit visuel pour moi quand on est recruté, par exemple quand vous cherchez un job, ne vous démotivez pas, c'est cette notion de bonne personne au bon endroit au bon moment. Peut-être que dans 3 ans vous pourriez être embauché dans cette boîte. Donc tu vois, je vais partager un truc que j'ai l'habitude de dire en interne en me disant tiens, ça peut servir à d'autres. Et donc je pense toujours vraiment sur LinkedIn plutôt en termes de viralité, dans la mesure, pas parce que je fais une petite citation ou des choses comme ça, mais plutôt ça peut être utile aux gens qui vont me lire. Moi je sais que j'ai plutôt une communauté RH, manager, on va pas se mentir, CSP+, voire plus quoi. Et donc je sais que ça va pouvoir leur servir, tu vois, dans leur quotidien, dans leur boulot. Donc généralement ce que je vais aller publier, ça va être ce genre de choses. Je sais pas, par exemple la semaine dernière, j'avais vu que verrou, tu vois, c'est l'inverse de ouvert, tu vois. Et je me disais, tiens, c'est marrant en fait, en parallèle. Donc, tu vois, je vais partager des choses que j'ai apprises parce que je crois aussi que moi, dans ma personnalité, j'adore le partage.
J'adore apprendre quelque chose et le partager. Et je vais vraiment le penser comme ça sur LinkedIn. Alors, je suis complètement d'accord avec toi, le partage, et d'ailleurs, c'est ce qu'on véhicule aujourd'hui comme message aujourd'hui. C'est pas clairement, c'est la même chose. Maintenant, quand tu parles je vais parler finalement de ce qui te parle et en termes de vérité, ce qui te touche. Moi, j'ai toujours entendu qu'il faut, quand tu t'inscris sur LinkedIn, quand tu vas sur LinkedIn, qu'il faut quand même que tu trouves ton sujet de prédilection et que tu parles que de ça. Et en général, de ce que j'ai compris, les algorithmes LinkedIn poussent les pages personnelles et non pas les pages professionnelles. Et donc du coup, il faut quand même relier ta page perso à ta page pro. Mais du coup, comment est-ce que toi tu fais pour faire ça ? C'est tout à fait vrai, et c'est vrai qu'au démarrage, je parlais bien plus de qualité de vie au travail qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est un peu comme si mon personnage est installé. Finalement, je peux me permettre de parler d'autres choses. Généralement, c'est quand même relié autour du business, autour du monde du travail. Je vais pas te poster une photo de mes vacances, voilà. Mais je vais m'autoriser bien plus de choses qu'à l'époque. Alors c'est vrai que d'avoir une verticale, c'est hyper intéressant parce que tu vas être suivi du coup par des personnes qui sont intéressées par ton sujet et par ta verticale. Enfin, ta verticale, je veux dire le sujet. Sauf que la limite de ce truc-là, c'est que les autres vont pas te découvrir. Comme LinkedIn, c'est comme tout média. Si tu lis des trucs sur l'éducation, on va te pousser des articles sur l'éducation. Et c'est tout le danger d'Internet d'ailleurs, parce que Internet, qui est censé nous ouvrir sur le monde, nous renferme sur notre propre vision du monde. Je le disais tout à l'heure, quand tu regardes mon LinkedIn, j'ai l'impression que c'est incroyable. J'ai 2 téléphones, je les fais tourner sur des algorithmes différents. En fait, donc j'ai mon compte à moi et un compte factice, tu sais, et je vois pas du tout la même réalité. Donc c'est aussi ça de se dire, mais si je m'adresse que à ma communauté qui est par exemple la QVT, ceux qui sont éloignés du sujet de la qualité de vie au travail, ils verront jamais passer. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, à titre perso, je me suis ouverte un peu plus loin. Moi, je crois quand même qu'au niveau des pages, ça peut quand même marcher à partir du moment où ton contenu est qualitatif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu suis une vraie verticale, et où tu donnes du contenu qui peut être utile aux autres, parce que souvent, je vois dans les contenus, c'est un peu auto-gargarisant. Genre, trop bien, on a fait le séminaire d'entreprise. Et en fait, la façon dont les boîtes, par exemple, vont utiliser leur page pro, bienvenue aux nouvelles arrivants, c'est pas très intéressant pour le grand public. Donc, je pense aussi que LinkedIn, certes, va plus pousser des pages perso aujourd'hui, mais en vrai, si tu as un contenu qui est quali, tu regardes, nous, on a juste bien nourri un algorithme, en fait, avec du contenu qui n'existait pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne va jamais recopier. De temps en temps, on se rend compte qu'on fait la même chose que quelqu'un d'autre, mais c'est total fruit du hasard. C'est pas du tout qu'on a recopié un truc, c'est que de temps en temps, tu as une même idée qui peuvent arriver à deux bouts de la planète, quoi. Mais c'est à partir du moment où tu donnes du contenu de qualité qui peut se partager, auquel les gens peuvent s'identifier, en fait, honnêtement, n'importe quelle page peut grandir. Et on en voit qui sont en train d'arriver sur les réseaux. N'importe qui peut grandir aujourd'hui sur une page pro. D'accord. Donc, finalement, ce mythe un peu de la page perso qui est le plus poussé, si jamais on a un contenu quali qui n'est pas forcément... Parce que tout le monde parle aussi d'image de marque, c'est hyper important, l'image de marque, le brand awareness, que tu dis justement ce que tu disais, bienvenue à telle personne, on a fait un truc d'entreprise, etc. Et humaniser finalement la boîte, c'est un peu ce que tout le monde fait aujourd'hui sur LinkedIn. Ouais, mais tu peux humaniser ta boîte parce que tu écris dans le verbe, tu vois. Nous, honnêtement, sur l'optimisme pro, l'optimisme com, tu nous vois quasi jamais. Tu vois, je mets au défi les gens de savoir identifier qui sont les personnes dans l'équipe qu'il faut. Tout simplement parce que j'ai plutôt une équipe d'introvertis, tu vois, j'ai pas une équipe de regardez, on est les plus beaux, on est les meilleurs. Et donc, de fait, mais on voit notre intention. C'est-à-dire que notre intention, elle va se dire, par exemple, vous le savez, on a l'habitude de partager ça. Vous le savez, on tient à oser parler, détabouiser le sujet de la santé mentale. Tu vois, on va aller vraiment dans le verbe et dans l'écrit, porter nos intentions. Personnaliser une marque, c'est pas juste la gueule et la face des gens en fait, c'est vraiment au contraire, à l'ère de la diversité, de la mixité, t'es pas censé devoir prouver que t'as la diversité, de la mixité, t'es censé montrer, incarner qui tu es. Et je crois que vraiment, nous, en tout cas, on vient nous chercher pour qui on est. Et c'est pas parce qu'on a fait... Alors après, moi, j'ai pas de problème de marque employeur. Hein. Ouais. J'ai pas de problème à recruter. Je reçois des CV de gens qui me proposent de bosser gratuitement pour moi. Tu vois, c'est vraiment le truc qui ferait rêver plein d'entreprises. Et pourtant, on s'est jamais montré. On n'a jamais montré un séminaire d'équipe pour la simple et bonne raison qu'on n'en fait pas.
tu vois. Donc on n'a pas du tout montré tout ça en fait. Et pourtant, finalement, une marque employeur, c'est pas juste faire la teuf en montrant des beaux bureaux. C'est juste montrer qu'on a de l'enthousiasme aussi à faire ce qu'on veut. Après, on est comme une boîte classique. Il y a des jours où tu as juste un peu envie de taffer, quoi. Et c'est ok. Voilà. Il y a énormément de choses à savoir sur LinkedIn. On va organiser ensemble une masterclass sur la thématique. C'était la petite surprise de fin de podcast. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qu'il va y avoir dessus ? Et c'est pour qui ? À qui s'adresse cette masterclass ? Je pense que, en fait, aujourd'hui, LinkedIn, ça s'adresse à toute personne. Mais à toute personne qui a envie, qui va oser créer son narratif. Parce que souvent, moi, je dis aux gens, osez communiquer sur vous, parce que si vous ne le faites pas, mais les autres vont le faire. Et c'est la même chose pour une marque. Osez communiquer sur votre marque, parce que sinon, les autres vont le faire. On est à une ère, on en parle beaucoup de l'authenticité. Mais l'authenticité, ça veut un peu dire tout. Tu vois, tout et n'importe quoi. Mais en vrai, l'authenticité, c'est oser s'incarner, oser s'exprimer. T'as plein de gens qui osent pas dire les choses sur LinkedIn et qui, du coup, ratent des carrières en interne. Parce que ils sont un peu la petite main, mais qu'ils osent pas se mettre en avant. Donc en fait, pour moi, savoir utiliser LinkedIn pour son storytelling, c'est hyper important en fait. Parce que on a tous quelque chose à raconter, on a tous des passions. Quand tu papotes avec n'importe qui dans une boîte, si tu sais accompagner la personne, tu te rends compte qu'elle est passionnée d'un truc et c'est passionnant quand il en parle. C'est juste que parfois il est comptable et passionné, je sais pas, par le street art et que sa passion n'est pas forcément corrélée. Et c'est cette notion d'oser communiquer sur LinkedIn, c'est hyper important. C'est hyper important quand on est fondateur d'une entreprise parce que on le sait, de plus en plus, comme il y a un peu une aversion, comme il y a eu tellement n'importe quoi dans ce qu'on a raconté sur les marques, on fait confiance maintenant de plus en plus à un fondateur. Tu vois, quand on voit la tête, quand on voit la tête d'Enzo, on lui fait plus confiance que un nom de marque, par exemple. Donc, c'est aussi important de le faire pour les fondateurs de boîtes, c'est important de le faire pour toute personne qui est, par exemple, créateur de contenu. Tous les créateurs de contenu qui ont envie de se lancer dans d'autres choses, en fait, tout simplement, parce que quand tu es créateur de contenu sur Instagram, qu'il faut que tu montes non-stop ta vie sur Instagram, parfois, tu te dis, j'ai 40 balais, j'ai 35 balais, j'ai 30 balais, je me sens un peu moins de me montrer en bikini sur la page, et tu as parfois aussi envie d'aller raconter ton sujet phare sur Instagram, d'aller le raconter sur LinkedIn, sauf que tu n'as pas les codes, parce que parfois, tu n'as tout simplement jamais bossé avec le monde pro, donc tu ne sais pas comment communiquer à ce monde pro. Et je dirais la quatrième catégorie, ça va être presque envie de te dire pour les marques. Tu vois, parce que les marques, elles en ont aussi besoin de comprendre comment des petits comme nous, budget zéro, là-dedans, comment ça se fait qu'on a plus d'engagement. On fait partie sur LinkedIn, on est dans le top 5 des boîtes qui ont le plus d'engagement, alors qu'on a une demi-personne sur le sujet, qu'on a 0 truc sponsor et surtout qu'on publie 10 fois moins que certains qui ont donc et en termes d'engagement pourtant on est souvent dans le top 3 quoi. Donc c'est aussi de se dire comment est-ce que je peux utiliser LinkedIn, parce qu'il y a des petits codes en fait, c'est-à-dire que tu peux rester authentique, mais si tu sais qu'il faut faire ça pour que ce soit mieux lu, ça t'aide quand même en fait en termes de créa. Donc je dirais que ça serait vraiment plutôt pour ces 4 cibles, et tout simplement aussi pour les gens qui veulent explorer, parce que LinkedIn, on en parlait aussi un peu en off, c'est un peu comme Instagram ou comme Facebook, c'est un peu opaque. Le secret de l'algorithme, on va pas se mentir, personne ne l'a. Parce que même les équipes en interne ne l'ont pas, parce que c'est un secret partagé entre X personnes. Ça bouge justement pour pas qu'il y ait des robots qui percent le secret. Donc en vrai, la seule chose qu'on va pouvoir aller incarner, qui va rester si on veut travailler sur LinkedIn, c'est notre stratégie de contenu. Donc c'est pour ça, moi, c'est un peu ce que j'aime partager, et un peu loin des codes aussi et loin des clichés, parce que je pense qu'on est vraiment la preuve antinomique de beaucoup de théories sur le sujet, et je trouve que c'est important aussi de partager en ayant un peu les mains dans le cambouis, parce que souvent les gens qui partagent sur LinkedIn, c'est des gens qui sont spécialistes de LinkedIn mais qui ne travaillent que sur LinkedIn, alors que 90% des gens ne font pas que ça. Ne font pas que ça. Ils vont utiliser LinkedIn pour promouvoir, parce qu'ils sont coachs, parce qu'ils sont thérapeutes, pour promouvoir leur marque, pour promouvoir leur entreprise. Donc nous, on arrive, nous, je parle de moi et un peu de mon équipe, mais
avec quelque chose de très concret, comment on utilise LinkedIn pour un objectif. Donc c'est de ça dont on va parler dans la masterclass. Incroyable, c'est un sujet passionnant qui, je pense, va intéresser énormément de personnes. J'en connais déjà plein autour de moi, je pense que dans ton audience, il y en a énormément également, de vouloir devenir comme toi, comme l'optimiste, comme l'optimisme.pro. Catherine, merci beaucoup d'être venue nous voir pour ce podcast. N'hésitez pas à suivre tous les comptes qu'on vous mettra juste en dessous de Catherine et n'oubliez surtout pas de suivre ce podcast pour découvrir les nouveaux invités qui arrivent très vite. Très bonne journée.